C'est bon, tu m'entends bien, Gauthier? Ouais, et toi? C'est tout bon? Ouais, c'est nickel. Allez, super. Parfait. On peut attaquer. J'ai eu un petit doute, j'ai eu 2-3 erreurs apparaître, avec Livestorm, on sait Ah, jamais, mais c'est OK. Hésitez pas à nous écrire dans le chat, nous dire bonjour, nous donner de la force pour ce webinar et surtout nous dire si vous nous entendez bien. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour Marine et on va pouvoir attaquer. Je vais enlever ça. OK. Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous voyez bien le partage d'écran aussi? Je veux juste être sûr. J'ai jamais eu le cas où c'est pas le cas, mais oui, 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 bonjour. On a du monde aujourd'hui. Super. Attaquons. Aujourd'hui, bon, on a enchaîné du SI et du social et forcément, on va vous parler pour compléter l'acquisition, du SO et du, GO. Et l'idée, c'est de vous montrer aujourd'hui, ce qu'on fait nous chez JVweb, et répondre à la question de est-ce qu'il faut choisir en fait entre les 2. Petit spoiler tout de suite en vous disant que non. Et on va vous montrer comment nous, notre pôle SEO, GO travaille sur ces sujets et met en place des stratégies communes justement entre ces 2 leviers. Je vais te laisser Gauthier te présenter. ouais, bonjour tout le monde. Je suis Gauthier Delaney, je suis donc Head of SEO et GO chez JVweb. Aujourd'hui, on est hyper content de vous présenter des use cases sur nos différents clients qu'on accompagne donc sur ces 2 parties. On va voir du lead, du e-commerce, de l'international, du local et on va essayer de vous apporter nos recommandations suite à tous les audits qu'on a effectués sur nos clients. Super, merci. Tu m'as fait le sommaire en fait, donc c'est royal. Ouais, c'est ça, exactement. Et un petit état des lieux et surtout la deuxième partie, hein, qui est le gros focus. Après, comme l'a dit Gauthier, on a essayé aussi d'avoir des cas spécifiques. N'hésitez pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure, soit dans le chat, soit dans l'onglet questions. Moi, je ferai des pauses auprès de Gauthier pour répondre. En fait, le but, c'est d'échanger. Donc, allez-y. On n'aura peut-être pas réponse à tout, mais on fera notre max pour prendre toutes vos questions. Et une fois que le live est terminé, vous avez accès au replay. Vous recevrez aussi le deck. Comme ça, vous avez toutes les infos. On peut démarrer. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, 40 à 50 de ce qu'on a vu sont sur leur premier webinar. Donc, merci à vous de nous rejoindre. JVweb, nous, on existe depuis 22 ans. On est une centaine de personnes basées à Montpellier, Gauthier. Moi, je suis à Genève. On a des bureaux à Paris et à Londres. Vous verrez un peu les clients après. Très tourné vers l'international. On fait tout ce qui est écosystème acquisition, donc la partie plutôt paid avec du search, Google, du social sur les réseaux que vous connaissez, du display plutôt haut de funnel branding, et bien sûr un pôle SEO/GO, puisque c'est les mêmes consultants chez nous qui ont cette double casquette aujourd'hui qui est en train de fusionner. Et en complément de la partie média, on a aussi un pôle data IA chez JVweb avec 6 ingénieurs où notre job, c'est d'aller exploiter vos données, que ce soit sur du flux, de l'analytics, sur les plateformes type Search Console, Google Ads, Meta, ou vos outils internes type CRM, d'aller créer des outils propriétaires, aussi des outils en fait applicatifs qu'on va pouvoir ensuite réinjecter dans les plateformes avec une donnée qui est transformée du brut à une orientation beaucoup plus business pour que les algos, vu que c'est eux qui bossent principalement aujourd'hui dans la diffusion en chair, etc., soient le plus proche de vos challenges, de vos objectifs, de vos business. Et à ce titre, il y a plusieurs mois aujourd'hui, 8 mois, je pense à peu près. On a fait le choix aussi de créer notre propre dashboard sur le géo, qu'on a vraiment internalisé, même s'il existe des solutions, je pense que certains les ont aujourd'hui. Peut-on avoir la presse en grand écran? Je suis pas en grand écran là? Moi, j'ai un affichage en grand écran, donc j'ai un peu peur. Ouais, Je dis-moi. laisse dire s'il y a d'autres personnes qui sont concernées, puisqu'il me semble que c'est bon. Oui, c'est bon. Ah, c'est de ton côté alors dans ce cas, ça va. Et je reprends, excusez-moi. Donc, c'est notre dashboard VIA qu'on a développé. Le choix était de se dire, c'est un sujet qui est nouveau. On veut garder ça en interne. On veut de la flexibilité. Et les équipes aussi nous demandaient, Gauthier et ses équipes, à pouvoir apprendre, faire évoluer le dash, etc. Et aller plus vite justement dans l'apprentissage. Une idée de nos clients.
Pas en grand écran ici non plus. Bon, je vais Pour regarder ceux quand tu prends la pour main. ceux qui ont des problèmes de taille, normalement, vous avez un bouton qui s'appelle affichage en bas, où vous avez la possibilité de, disposer les vignettes comme vous voulez normalement. Alors là, j'ai mis de mon côté, je sais pas si ça change, tout pour tout le monde ou pas, mais peut-être que déjà ça va aider. Moi, je me vois en bas maintenant. C'est la première fois que j'avais ça, donc il y aura un replay. Voilà, l'idée des clients, on travaille autant dans des acteurs du e-commerce, de la lead gen, l'omnicanal, enjeux à l'international, enjeux très locaux, donc c'est ce qu'on va aussi, vous montrer, à travers la présentation. 1er état des lieux assez rapide. Je pense qu'on va pas vous apprendre, grand-chose, en vous disant que, finalement, ce qui change vraiment, c'est les usages. C'est principalement, ça, puisqu'on est, sur les mêmes fonctionnements et c'est ce qu'on va voir, après. Donc il faut juste s'adapter à cette partie-là, mais il y a pas de révolution non plus. Il faut avoir en tête aussi que le géo, même s'il est nouveau, est déjà très concurrentiel. Aussi concurrentiel que de la SERP de Google, hein. C'est pas parce qu'on est arrivé les premiers que personne n'est présent. Finalement, tout le monde est présent et le but, c'est d'en tirer, son épingle, du jeu et on verra après, Gauthier va en parler sur les notions de funnel et d'intention de segment, qu'on n'a pas le même niveau de concurrence ou la même visibilité en fonction de ça. Aussi que les sources d'influence, elles dépassent le site de marque. Ça, c'est assez important aussi de comprendre que, l'IA aujourd'hui ne va pas logiquement utiliser que votre site, pour vous citer justement, mais va aussi aller regarder toutes les sources externes, qui sont crédibles, qui vont parler de vous. Même sur des requêtes très précises, qui peuvent être liées à votre marque, on va constater en fait que, le site de l'annonceur, le site de la marque va être utilisé dans 30, 40, 50 des cas, le reste, des sources étant, tout un tas de sites tiers qu'il va falloir aller, travailler et exploiter. Donc ça fait quand même, une différence assez majeure à ce niveau-là. Donc grosso modo, on ne peut pas bullshit. Donc on ne peut pas raconter ce qu'on veut sur son site en se disant: «Je vais être repris, je vais être premier et bien positionné», puisque l'IA va aller aussi, comparer, analyser ce qui se dit ailleurs. Donc il faut vraiment avoir une bonne ligne de conduite, à tous les niveaux pour que, bah, les avis clients notamment et cetera soient cohérents avec le discours de marque que vous mettez en avant. Et du coup, assez logiquement aussi, c'est un constat qu'on fait maintenant, après un peu plus d'1 an à travailler sur ce sujet-là, c'est que, si vous êtes aujourd'hui déjà très fort en SEO, il y a aucune raison que vous ne soyez pas bien positionné en GEO. Il y a en effet des spécificités, mais aujourd'hui, quand on mène des audits, complets pour analyser la visibilité, de nos clients en géo, on voit très vite que les critères, sur l'indexation, couverture sémantique, la qualité, la quantité des contenus, est-ce qu'on a des données structurées et cetera, sont des critères assez, similaires entre le géo et le SEO. C'est pour ça que l'idée n'étant pas de séparer les 2 leviers, de mener des plans d'action ou des roadmaps qui vont être différentes entre les 2, c'est d'avoir une stratégie commune et d'avoir certaines adaptations dont on va vous, montrer par la suite, pour, bah, mettre en place une stratégie hybride qui allie à la fois SEO et géo. Et en fait, lorsqu'on réalise des audits géo, c'est surtout qu'il y a des éléments du SEO sur lesquels on ne faisait pas forcément attention, mais sur lesquels on n'apportait pas forcément une grande priorité aujourd'hui, qui deviennent une priorité aujourd'hui avec le géo, car le géo et les LLM le rendent plus visible. Exemple, les avis, exemple, toutes les traces qu'on peut laisser, sur, les différentes communautés, les différents réseaux sociaux et cetera. Ça, c'est des choses qui remontent aujourd'hui dans les LLM, mais qui étaient plus ou moins mis de côté, dans les stratégies SEO et qui aujourd'hui sont remis un petit peu au milieu, au centre, de l'attention, en fait. Et donc c'est pour ça qu'on prend parti, nous, chez JV Web, de se dire: «Il ne faut pas distinguer la stratégie géo de votre stratégie SEO, mais par contre créer une stratégie hybride qui, au même titre que les utilisateurs, vos plus grands nombres d'utilisateurs aujourd'hui sont sur Google, une minorité sont présents sur les LLM. C'est un paradigme qui va potentiellement changer. Alors, je ne sais pas si ça va tout changer du jour au lendemain, et je ne pense pas, mais dans tous les cas, la part des LLM va augmenter. Mais dans tous les cas, c'est d'abord penser à sa strat SEO pour ensuite l'adapter avec votre strat GIO et les audits que vous pouvez faire sur ces points-là, en fait.
Et donc dans la strate hybride, sur une première partie, on va vous parler. J'ai pas les slides. Ah oui, merci. Le point numéro un, en fait, c'est la même chose qu'en SEO. Nous, ce qu'on a vu là dans certains audits, c'est qu'il y a des points de blocage des bots LLM directement. Donc, en fait, après, il y a des sites qui prennent parti, hein. Nous, on a par exemple un client qui est un grand média français qui ne souhaitait pas rendre accessible la lecture de son propre site par les LLM. Et donc, on a fait aussi l'audit inverse, c'est-à-dire qu'est-ce que disent les LLM même si je bloque mon site. Mais la majorité des sites aujourd'hui veulent laisser passer les LLM pour qu'on puisse diffuser le bon message. Et derrière, pour que les LLM nous donnent directement les bonnes réponses liées à notre marque. Ensuite, on a d'autres points qui sont hyper importants, c'est les données structurées, l'indexation sur les moteurs, parce qu'on a vu que les query fan-out sont hyper importantes et c'est la façon dont les LLM vont venir donner un résultat en redécoupant votre requête directement dans les LLM. Et ensuite, on a des changements sur la partie structure de contenu. Query fan-out, en fait, c'est le schéma que vous avez à gauche. Imaginons vous demandez à un LLM comment choisir un CRM pour mon entreprise. Le LLM va derrière redécouper votre requête en ce qu'on appelle des query fan-out. Ça va être, par exemple, pour comment choisir un CRM pour mon entreprise, c'est CRM entreprise, comment choisir un CRM, et ces query fan-out qui sont issus de la division de votre première requête, il va ensuite les pousser dans un moteur de recherche comme Google, en trouver les résultats et derrière vous donner la meilleure réponse possible. C'est ça qui est hyper important et c'est pour ça qu'on évoque le fait que l'indexation sur les moteurs aujourd'hui, elle est hyper importante pour remonter dans les LLM parce que les LLM se basent sur les résultats d'un moteur de recherche comme Google, enfin OpenAI. Et donc, ce qu'on dit en conclusion de ça, c'est que le passage des bots ne suffit pas. Le vrai sujet, c'est ce qu'ils lisent, sous quelle forme et avec quel niveau de structure. Donc, comme je le disais, on a aussi un autre exemple de query fan-out avec une, une requête hyper longue traîne sur la droite. Donc, quel est le meilleur laptop pour un lycéen qui a besoin d'une batterie à forte autonomie et pour faire des vidéos, Les query fan-out vont être donc diviser la requête principale pour ensuite en extraire les réponses et ensuite pousser tout ça dans une réponse d'un LLM. Et donc, c'est ce qu'on dit sur la partie de gauche. Les LLM décomposent une question en plusieurs sous-requêtes. Chaque sous-requête peut faire remonter des pages différentes. Si on a, parce que parfois, une requête, comme celle qu'on vous a montré en exemple, il y a plein d'intentions qui sont différentes. Donc, ce que va faire un LLM, c'est qu'il va prendre toutes ces intentions, les pousser dans un moteur de recherche, obtenir les réponses, lire les réponses, et derrière, vous donner la réponse la plus précise possible. Le gain géo est fort. Un même corpus peut nourrir plusieurs angles de réponse et multiplier les opportunités de citation. Nous, notre recommandation par rapport à tout ce système et au fonctionnement propre d'un LLM, c'est que si vous voulez mesurer l'indexation, vous devez comparer votre crawl actuel de votre site, donc tous les liens qui sont présents sur vos pages, etc., à vos pages indexées, améliorer le contenu et le maillage de vos pages crawlées, mais qui ne sont pas indexées, histoire de toutes les voir indexées, et faire en sorte que les LLM, quand ils redivisent en query fan-out, ils puissent retrouver directement toutes vos pages. Aussi, on va le voir sur la partie contenu, compléter vos cocons en créant des pages ou les mettre à jour avec les query fan-out. Ensuite, sur le deuxième pilier, on a l'habitude dans SEO de vous parler de cocon sémantique. Aujourd'hui, la notion de cocon sémantique, je ne sais pas si je vois plus, ouais, je vois plus la presse. Ah, c'est bon, c'est OK maintenant. On parle de cocon sémantique en SEO. En fait, cette notion de cocon sémantique, le GEO vient juste compléter cette notion de cocon, car en fait, à la base, quand on parle de cocon sémantique, on parle initialement de une page mère, des pages filles et le lien sémantique que toutes ces pages vont être faites les unes avec les autres et de venir enrichir la sémantique de toute une thématique. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, et c'était déjà le cas avant, en fait. Ce qu'il faut se dire, c'est que toutes les sources externes sont aussi partie prenante de ce cocon. Donc, quand vous allez construire
ce qu'on appelle un corpus et que vous voulez faire en sorte que ce corpus devienne une source pour les LLM et soit cité et mentionné, eh bien, il faut faire en sorte, encore plus aujourd'hui, que votre cocon soit exploité à l'externe, c'est-à-dire en netlinking, c'est-à-dire à travers vos communautés sur YouTube, sur Reddit et sur toutes les autres sources que les LLM font remonter. Et donc, ainsi, vous allez avoir donc votre cocon classique SEO avec votre maillage interne, vos contenus qui sont déjà tout propres. Et en plus de ça, vous allez avoir une force externe qui va venir pousser tout ce cocon pour qu'il soit encore plus fort en fait. Donc, vous allez pouvoir, donc en identifiant les QFO, les Query Fan Outs, il faut mesurer le niveau de cannibalisation pour être sûr qu'on vient travailler les bonnes pages, etc. Et ensuite, soit vous créez des pages, soit vous modifiez le contenu existant. Ça, c'est pour la partie interne. Ensuite, on va le voir dans les parties suivantes, qu'il faut développer toute cette partie externe. Sylvain, il y a énormément de questions sur le chat. Je ne sais pas à quel moment on fait une petite pause et on discute, ou on finit cette partie. On finit la partie contenu et puis on prend les questions. Allez, ça va. Sur la partie contenu, il y a quelques enseignements que l'on a et on peut vous faire déjà des recommandations sur la partie LLM et sur le fonctionnement de lecture, où en fait, c'est les éléments qu'on vous a mis en vert foncé sur la gauche. Vous avez évidemment un titre, une introduction qui répond au sujet, ça c'est primordial, un bloc à retenir qui vient répondre à l'ensemble des interrogations et des sous-thématiques que vous abordez dans votre contenu, des HN qui structurent les différentes thématiques, H2, H3, H4, donc ça c'est initialement ce qu'on fait en SEO. Des listes ordonnées ou non, ça aussi c'est des choses qu'on fait en SEO. Une forte explication des entités, donc on ajoute des comparatifs avec des concurrents, on ajoute des preuves, on ajoute des tableaux, des avis clients de réassurance, des éléments de réassurance, des chiffres et aussi une FAQ finale, soit qui reprennent les différents éléments avec un résumé, soit qui ajoutent des compléments sur des questions bien plus courtes. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous avez déjà des contenus. Il faut vous poser la question de est-ce que ces contenus ils répondent à cette checklist et s'ils ne répondent pas à cette checklist, de faire le nécessaire pour, en bossant avec les query fan-out, pour vous assurer que votre contenu, aujourd'hui, il réponde aux différentes intentions de recherche qui sont liées à une même requête. Donc la reco, c'est donc auditer votre contenu en priorisant ceux qui ont le plus d'impressions et hors top 3 en ranking, évidemment, et profitez-en pour mettre à jour les informations au sein de l'article, car la fraîcheur est aussi un enjeu pour les LLM. Je crois qu'ensuite, on a un exemple d'un avant-après. Tu le vois ou pas? Là, je viens de le voir. Je pense qu'il y a un décalage. Ouais, peut-être quelques secondes, ouais. Où en fait, sur la partie de gauche, vous avez un contenu qui avait été initialement rédigé par le client. Donc en fait, on observe qu'on a un tableau au-dessus. Au-dessus, il y avait juste une image. Une image, enfin un titre, une image, un tableau et des sous-titres. Donc ce qui était déjà une structure SEO friendly. Il n'y a pas de sujet. Ensuite, ce que notre client a ajouté, c'est un sommaire, des éléments de réassurance, une introduction complète et un bloc essentiel. Et en fait, ce modèle a été appliqués sur l'ensemble de ces contenus. Et en termes de résultats, il y a un share of voice qui a augmenté de 12 points sur les top pages directement sur OpenAI. C'est des choses qu'on a mesurées à travers notre outil. Et si je ne dis pas de bêtises, en SEO, ça permet aussi de… En SEO, il y a eu des super résultats spécifiques uniquement sur la partie édito. Oui. Donc, en effet, on s'est fait bombarder de questions. Je vais commencer à les prendre. Genre, en plus, je t'avoue que là, ma mémoire, Alors, j'ai arrêté. Je prends l'onglet questions. Céline qui demande pourquoi faire du maillage sur les pages non indexées, puisqu'apparemment, on a fait une reco sur ça, sur une des slides. Je pense que c'est la première slide. Est-ce que ça te revient ou pas? Non, en fait, souvent, si des pages ne sont pas indexées, c'est parce que soit elles ne sont pas pertinentes, et en effet, il faut les rediriger, mais si elles sont pertinentes, elles ont un contenu unique, et à une époque, elles drivaient du trafic, bah, c'est important de renforcer le maillage ou revoir le contenu pour faire en sorte que Google passe plus dessus, relise le contenu et se dise « Ok, ce contenu est pertinent, je vais la réindexer ». C'est plus dans ce sens-là.
OK. On a Laurie qui demande: «Est-ce qu'on est présent sur Reddit et surtout, est-ce que c'est devenu un passage obligé pour les marques?» Non, ce n'est pas un passage obligé pour les marques. Aujourd'hui, Reddit est pourquoi on parle beaucoup de Reddit? C'est parce que Reddit est de plus en plus visible sur un moteur de recherche comme Google et vu que les LLM se basent sur Google pour obtenir des résultats, en fait, les LLM lisent aussi Reddit. Ce qui se passe, c'est que sur Reddit, vous avez une multitude de communautés. Si vous avez une communauté qui est forte sur Reddit en fonction de vos personas, c'est hyper intéressant d'y aller. Soit de monter une page et une communauté autour de votre marque, soit de, on va en parler après, mais d'introduire différentes communautés, enfin des sous-communautés qui vous permettent directement d'aller toucher des personas et potentiellement ces gens-là parlent de vos marques et donc il faut y répondre, etc. et d'alimenter toute cette partie-là. On a Paul qui nous demande, il a vu qu'il y avait que la forme interrogative dans les blocs titres était fortement appréciée. Il voulait savoir si c'était vrai ou pas. J'ai pas, nous on a, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu, c'est pas quelque chose qu'on a approuvé à travers des audits, pas forcément. Je les ai même. Heu, Par contre, moi, je sais que je les ai pas toutes ces questions. C'est très marrant. ah, tu non, mais tu sais, moi, je suis l'admin, absolu, j'ai accès à Ah, tout. OK. Parce qu'il y a dans le chat et dans les questions, donc je fais les Ça marche. questions. Donc l'exemple qu'on a donné, est-ce que c'est une page de contenu d'une PLP? Donc je pense que C'est une c'est page de contenu, c'est de l'édito. C'était de l'article. Antoine qui demande comment on calcule le share of voice. Bah, ça, c'est, il faut un outil, hein, pour ça. Heu, On va vous présenter ça juste après. On on a a une les partie slides dédiée après sur pour la te mesure des montrer, ouais. datas. Est-ce que pour les FAQ finales, on doit intégrer du JSON FAQ page? Oui. Normalement, cet avantage est recommandé pour les sites de santé ou du gouvernement. Non, peu importe, tout site, vous pouvez ajouter cette partie-là. Le seul truc qui a changé, c'est qu'à une époque, on pouvait faire avec du JSON, on pouvait faire remonter les FAQ directement dans les résultats de recherche, ce qui nous permettait de prendre plus de place. Ça s'est terminé depuis, je sais plus, depuis je dirais 1 an et demi, 2 ans, même plus peut-être. Mais c'est toujours pertinent d'ajouter des données structurées parce que ça apporte une facilité de lecture directement au LLM et au moteur de recherche Google aussi. Alors, je regarde parce qu'après il y en a du netlinking, on va, y venir après. Donc au pire, Ouais. Raphaël, si on n'a pas traité, tu pourras remettre ta question, je reviendrai dessus si j'oublie pas. J'en ai une de Salma qui demande pour les sites e-commerce et on fait Ouais. comment pour les fiches produits? On a, Salma, est-ce que tu peux garder ta question? On a un élément, Partie on a une e-commerce? partie dédiée sur la partie e-commerce. On en parlera à ce moment-là. OK, je te laisse enchaîner. Je vois qu'il y a encore des points Très où a bien. priori, on a quand même l'affichage, enfin j'ai pas l'affichage, je sais pas si vous pouvez le changer ou pas, mais je vais bidouiller puisqu'on me dit qu'on a aux 3 niveaux et voir nos têtes, c'est sympa, hein, mais voir les slides, c'est Oui, mieux. Donc je vais oui. essayer de regarder si j'arrive à moi le changer pour tout le monde de mon côté. J'avais jamais eu le point avant, donc je vais bidouiller pendant que tu continues. OK. Toujours sur la partie contenu, en fait, ce qu'on observe et ce qui est hyper important, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Il y a des éléments qu'on audite sur la partie géo et contenu qui méritent aujourd'hui une priorisation qui n'était pas c'était pas forcément le cas en SEO. Alors en SEO, certains SEO vont vous dire que oui, c'était hyper important, et cetera. Mais pour remonter aujourd'hui dans des moteurs de recherche comme Google, il y avait certains éléments aujourd'hui qui sont très importants en géo, qui sont moins importants en SEO. Il y a certains éléments aujourd'hui qu'on observe où, c'est hyper important aujourd'hui de se différencier de vos concurrents si vous voulez remonter dans les LLM. Il y en a trois. C'est donc enfin 2, parce qu'il y a les avis clients en interne qui sont vus comme un élément de réassurance, et la partie avis sur des plateformes externes qui renforcent la crédibilité de la marque hors site. La collecte d'avis aujourd'hui, elle devient de plus en plus centrale. Elle l'était déjà depuis de nombreuses années, mais aujourd'hui avec les LLM, c'est quelque chose qui revient encore plus à la mode. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on vous conseille, c'est évidemment de multiplier ce qu'on appelle les points de contact avec vos personas. Peu importe si vous faites du e-commerce ou du lead, hein. À un moment donné, vous êtes toujours en contact avec vos cibles et il faut juste A/B tester le moment où vous êtes en capacité d'obtenir le plus d'avis et les avis d'une meilleure qualité avec des verbatim, et cetera. Diversifier les points de collecte, c'est-à-dire que vous pouvez obtenir via votre site, via un funnel d'email, CRM, plateforme d'avis, marketplace, Google Business Profile.
si vous avez fait du local. Toutes ces plateformes-là, aujourd'hui, vont être potentiellement lues et intégrées par des LLM. Et donc, aujourd'hui, c'est aussi là-dessus que les LLM vont se baser pour parler de votre marque. Là, moi, là, ça a switché complètement. Là, c'est OK pour moi. Ok, je bidouille. Si vous diffusez des avis sur les plateformes externes, attention à les intégrer correctement sur vos pages. C'est-à-dire, en gros, généralement, ah bah super, on a des bons feedbacks pour l'affichage. Généralement, les plateformes externes qui vous permettent de générer des avis, donc c'est super pour vous parce que ça vous fait des outils, vous avez moins à gérer, etc. Et ce que vous vous dites, c'est, bah, en fait, j'ai comme un trésor présent sur des plateformes externes avec des avis, des verbatims qui sont hyper intéressantes pour notre marque et comme élément de réassurance pour nos personas, c'est trop cool. Mais par contre, souvent, les solutions apportées par les plateformes externes pour les intégrer directement sur vos pages, ça bloque au niveau de la lecture des bots sur ces avis, en fait. Donc, il faut souvent exploiter la data, développer quelque chose en interne pour que ce soit présent sur votre site. Comme ça, les bots peuvent lire correctement les avis, en fait. Et tout le temps, traiter les avis négatifs, mais c'est ce qu'on disait sur intégrer des plateformes d'avis, répondre, faire vivre votre communauté, etc. Ça rejoint cette recommandation. On passe au netlinking. Sur le troisième pilier, donc on a ce qu'on a découvert en développant l'outil, c'est aujourd'hui, on est en capacité d'extraire directement les sources sur lesquelles se base LLM quand il effectue une réponse. On vous a donné deux exemples ici. On a le secteur du retail, la cosmétique, où on observe qu'on a des sources, des top sources qui sont pas forcément des retailers, qui sont du média et de l'affiliation et du média d'affile. Ça veut dire des gens qui créent des articles, qui placent les marques et sur lesquels ils demandent une commission aux marques directement. Et donc, c'est parfois ces articles-là qui sont remontés par les LLM comme source, utilisés par les LLM comme source. Sur la partie dans le secteur de l'hôtellerie, on a sur 500 requêtes hôtel plus ville sur ChatGPT, voici les sources numéro 1 qui remontent. TripAdvisor, Booking, Hotel.com et Expedia.fr sont des revendeurs hôteliers. Et on a Petit Futé, qui lui c'est un média spécifique au voyage. Donc vous voyez, dans les deux secteurs, on a bien des comportements qui sont hyper différents. Donc il ne faut pas avoir des conclusions trop hâtives sur tel média ou tel média sont les plus présents en source. À une époque, il y a eu beaucoup Wikipédia, Reddit, tout le monde parlait que de ça. Mais en fait, il faut vraiment regarder dans son secteur. Et ensuite, on va le voir sur la partie internationale. Ça change aussi d'un pays à l'autre. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et derrière, pour la partie netlinking, le fait d'avoir cette visibilité-là sur les sources, nous, ça nous permet directement d'aller contacter ces sites-là, soit pour être présent et pour avoir un gain vraiment sur du netlinking, soit pour faire de l'affiliation derrière et qui a directement du revenu qui soit généré. Ça, c'est directement vous pouvez directement le monitorer dans l'outil. Je prends quelques questions. J'en ai au moins une là. Alors, je vais revenir à la question que j'avais eue de Raphaël, qui dit qu'il n'a jamais réussi à prouver l'apport du netlinking payant. Et comment s'assurer que ça sert vraiment à quelque chose d'acheter des liens? Pas simple comme question. C'est une question qu'on a l'habitude d'entendre, mais en fait, non, une bonne stratégie de netlinking, vous êtes censé avoir un lien direct entre l'évolution d'une position. Parce qu'avec du netlinking, on vient travailler une requête précise avec une page précise. On a envie, par exemple, soit on est déjà positionné, soit on n'est pas positionné. Si on n'est pas positionné, on cherche à se positionner. Et ensuite, on cherche à se positionner dans un top 10, ensuite dans un top 3. Il faudrait regarder sur quelles requêtes sont hyper compétitives dans ton secteur d'activité. Avec des outils comme SEO Observer ou Ahref, tu es en capacité de voir les top acteurs qui sont dans le top 3
et le nombre de liens qu'ils possèdent sur les pages, liens externes. Alors, on n'a pas toute la visibilité du monde, ça reste des outils, c'est pas Google, c'est différent, mais ça nous donne quand même une vision de, aujourd'hui, pour être dans le top 3, est-ce que j'ai besoin de backlink ou pas? Et sur des requêtes qui sont hyper compétitives, bien souvent, avoir du netlinking, c'est un gain, c'est un plus pour vraiment se positionner et derrière, générer du lead ou du chiffre d'affaires. Mais par contre, il y a des sites aujourd'hui qui se positionnent sans netlinking. Il y a certains secteurs d'activité, certains champs sémantiques aujourd'hui qui, avec un cocon et avec une très forte notoriété de marque, on n'a pas besoin de faire du netlinking. Ça dépend de qui on est, qui se positionne sur le top 10 et qu'est-ce qu'on a actuellement sur le site pour pouvoir se positionner. Le netlinking, c'est un levier, c'est pas un must-have. Il précisait justement entre parenthèses organique important, donc sous-entendu que Oui. Ah, dans ce les cas-là, oui, attaches d'emploi sont généralement. naturelles et peut-être que c'est pas nécessaire et que donc du coup on n'y voit pas forcément le gain. Alors, pourquoi j'ai pas ah oui mon chat, si je perds, où j'en suis. Alors, combien de temps faut-il pour avoir l'effet, de notre strategy thinking sur nos positions? En général, on compte à 3 mois sur les premiers effets. 3 Mais là, on mois est si tu as quand même une stratégie avec, entre guillemets «des budgets importants» ou un achat de lien assez important si quand même aussi, je pense. En fait, si tu as déjà une page déjà bien installée dans un top 20, on va dire, 3 mois, c'est bien. OK. Est-ce que j'ai oublié des questions avant qui remontaient ou pas? J'ai Nicolas qui demande, vu qu'on parlait des avis tout à l'heure, est-ce que ça Ouais. voudrait dire qu'il faut avoir une stratégie de gestion de ces fiches, Google My Business pour bien remonter dans les LLM? Ouais, oui, mais après même pour remonter dans tout, aujourd'hui, sur certains secteurs, ce qu'on observe, sur du local national, certains acteurs en local national dans certains secteurs d'activité, 30 à 40 des clics sur les résultats de recherche de Google proviennent de ces fiches GMB, hein. Donc c'est hyper important et on voit qu'en termes d'usage, nous, on apprend 2 choses, sur fin 2025 qui sont hyper importants en local. C'est, Google pousse de plus en plus le pack local dans les résultats de recherche, ce qui fait que vous avez de plus en plus de chances de remonter avec une fiche Google My Business si évidemment elle est bien entretenue, et cetera. Hem Et le deuxième, c'est que les utilisateurs utilisent de plus en plus ces fiches Google My Business pour arriver directement sur votre site. Donc il y a un intérêt énorme de faire accroître sa visibilité sur les fiches GMB. Et même je rajouterais, c'est qu'encore une fois, on parle beaucoup de géo, mais pensez à chaque fois au SEO. Et donc, le netlinking, se mesure aussi sur ce que ça apporte en position SEO et pas que géo, il faut corréler les 2. Et les filmages business, pour en avoir parlé avec des annonceurs, dont un qui a fait des tests, très, très solides sur le sujet, c'est que quand vous travaillez, sur les commentaires négatifs, que vous répondez et vous augmentez votre volumétrie, d'avis, il y a plein de façons de faire en fait aussi. Il y a une corrélation tout de suite que vous pouvez voir dans My Business, c'est sur votre visibilité qui va quand même fortement augmenter. Plus il y a des avis, plus la note est positive et plus les avis sont frais. Et aussi la zone de chalandise. On voit assez vite, c'est des études, avec un annonceur, j'en discutais, donc sur du retail, où après avoir mis en place cette stratégie, il a vu ses impressions exploser sur GMB, très facile à mesurer. Et il a aussi remarqué qu'en termes de zone de chalandise, ça s'était étendu à plus de kilomètres que d'habitude sur la visibilité en fait s'affiche quand quelqu'un cherchait à venir au magasin dans ce qu'il proposait en termes de services et produits. Donc ça reste aussi essentiel de le faire, pas que pour le géo, encore une fois quoi. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Olivier, oula, Olivier nous a mis un gros pavé. Euh, Olivier, aligné avec ton propos, oui, oui, en fait, ça fonctionne. Après, on n'est pas trop dans ce type de pratique sur de la ferme à lien. On fonctionne pas forcément comme ça, parce on ne positionne pas ce type d'acteur. Mais évidemment, en fait, c'est le principe même de l'algo de Google, hein, c'est de suivre des liens. Donc, si vous avez des liens qui concernent votre nom de domaine sur d'autres noms de domaine, vous êtes plus pertinent pour un moteur, pour un bot que le bot de Google, en fait, tout simplement. oui, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais chez JWeb, on a une brique et un pôle netlinking dédié. Donc on a notre propre plateforme avec un peu plus de 100 000 sites. Et en fait, ce que vous voyez là à l'écran et ces sources qu'on vient récupérer à travers le dashboard nous permettent aussi d'aller alimenter
des nouveaux sites, à aller dénicher en Catalogue. fait pour nos clients. Donc c'est une mine d'or qui est importante, mais par contre on fait pas du crade chez JVweb, on fait que que du quali. Parce qu'on veut pas justement se faire pénaliser, même Ah, si en effet ça fonctionne, mais sur la durée, c'est risqué. non, mais c'est juste que ça colle pas avec les strates qu'on a besoin de mettre en place, c'est tout, hein. Si on avait d'autres types, d'autres typologies clients, ce serait possible, mais là, c'est pas, on n'a pas besoin de ça, quoi. Alors attends, parce que là j'ai l'onglet questions et j'en ai un sacré paquet aussi, je regarde Ah, mais moi, je le vois. Ah, mais je l'ai pas à côté. Ah oui, d'accord, d'accord. Ok. qu'est-ce que j'ai? Ah, si on demande, j'aime bien cette question. Si on demande au LLM de créer du contenu pour enrichir des PLP ou des PDP, comment, les LLM, ils vont valoriser le contenu qui va être généré? Je pense qu'il y a cette notion justement de, pour être visible et cetera. Est-ce que comment on évite le duplicate? Si on fait travailler l'IA pour être analysé par l'IA? Je ne sais pas si c'était le sens de Ah, la question, Antoine, mais c'est comme ça que je le comprends. Comment valoriser les LLM, leur propre contenu généré pour la visibilité de ces pages, hein? C'est ça en fait, c'est, bah, le sur cousin germain qui va. bah ouais, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. L'IA se nourrit de contenu qui est lui-même rédigé par de l'IA. Donc, oui, ça peut être. Il peut y avoir, d'un point de vue global sur le net, une baisse de la qualité des contenus dans le monde entier, parce que c'est pas tout le monde qui arrive à maîtriser la rédaction de contenu et rendre des contenus effectués avec de l'IA de manière qualitative. Mais aujourd'hui, si vous imposez à l'IA de respecter votre tone of voice, votre positionnement marketing, vos avantages concurrentiels, et qu'ensuite de ça, vous lui donnez, Salma, on parlait tout à l'heure des fiches produits, si on lui donne toutes les informations qui sont liées à un produit et pas juste des dimensions, des caractéristiques, des couleurs, etc. Vraiment tout ce que vous avez dans votre PIM, vous lui donnez tout à l'IA. Derrière, vous avez du contenu qui peut être hyper quali, centré sur vous, vos clients. Évidemment, vous mettez par-dessus un peu de best practice SEO, sinon ça ne marche pas. Un contenu qui respecte les best practices SEO et derrière, spécifique à vos produits. Si vous ne faites pas ça et que vous lui demandez juste rédige-moi un contenu pour des baskets rouges, oui, ça ne peut pas marcher. Ouais. Ce ne sera pas assez qualitatif. Mais Oui, par contre, vous demandez ça à un LLM et vous lui demandez fais-moi 1000 mots sur des baskets rouges, il vous le fait, hein, sans problème. Mais ce ne sera pas. voilà, comme tous ceux qui vont faire pareil. Mais la clé, Ouais, c'est, le prompt à la base et exactement. Ouais. c'est la partie data. C'est pour info, je fais un peu d'autopub, c'est le sujet qu'on est en train de travailler le mois prochain pour, la partie SIA et SEA-GEA et notamment toute la partie, data, first party. Plus vous donnez à manger avec votre propre donnée, à l'IA, plus ça vous permet en sortie, d'avoir des choses, qui vous correspondent et qui sont uniques, et pas juste parler de basket rouge avec un super contenu SEO. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'en ai encore, hein, mais on avait promis de répondre à toutes les questions et c'est pour ça qu'on fait ces webinars, donc je les prends, puis ça peut intéresser tout le monde aussi. Si on fait du netlinking sur des sites spécifiques, qui sont liés à notre secteur d'activité et pas forcément sur des sites médias, est-ce que ça compte ou pas pour les LLM? Tu peux répéter entre quoi et quoi, pardon? Grosso modo, c'est est-ce que tu vas sur des sites de niche, qui sont parfaitement adaptés à mon secteur Ah, d'activité? Je suis dans le ouais, tourisme, je vais oui, sur du blog. Peut-être que c'est oui, pas du site média, carrefour de trafic et cetera. ouais, Est-ce que du coup, c'est une stratégie qui reste oui, pertinente ou pas? Ou est-ce que le LLM, comme tu as montré là, TripAdvisor et ouais. compagnie, il va regarder que les grosses machines? Non, parce que là, Je en fait, on affiche. En fait, déjà, pour être certain, ce qu'il faut faire, c'est analyser les sources. Ça veut dire vous munir d'un outil, identifier toutes les sources, celles qui sont énormément citées sont automatiquement des sources avec une forte notoriété. Vous voyez sur la droite, on est dans le secteur de la cosmétique. Mis à part peut-être beauté test et tests de produits qui sont extrêmement connus sur le net, mais moins d'un point de vue noto de tout le monde. L'Express, Marie-France, Cosmo et Marie-Claire, on est quand même sur des acteurs qui sont bien installés et c'est eux qui remontent le plus, quoi. Donc, d'un point de vue GIO, je pense qu'il faut quand même analyser les sources et se dire est-ce que le média sur lequel je veux faire du lien, c'est pertinent ou pas. D'un point de vue SEO, oui, allez-y. Parce qu'on sait qu'un moteur de recherche comme Google, un bot, l'algo de Google, même s'il passe sur un petit acteur, mais qui est 100% dans votre niche, ça reste quand même pertinent pour lui de se dire tiens, ce site-là partage le lien de tel acteur,
c'est que cet acteur doit être cohérent et légitime sur cette thématique. Oui, il faut savoir diversifier ses sources parce que c'est bon pour C'est la ça. stratégie et c'est aussi bon pour le porte-monnaie, hein, parce que faire du backlink sur les sites médias, Oui, c'est pas pareil, les hein. En fait, il les y a budgets aussi sont pas les mêmes non plus, ça. donc Il y a aussi ça à mettre dans la balance. De toute façon, le netlinking, c'est toujours un lien de qualité-prix. Il y a toujours ce ratio-là qui rentre dans la balance. alors ce que je te propose, il est quand même 41, Ah ouais. et les gens, ils vont avoir faim après, donc à midi, on va en perdre une partie et c'est normal. Donc on va continuer à dérouler si tu veux sur la Oui, 3e partie. Et à la fin, je prends toutes les questions pour ceux qui sont là et qui veulent, avoir soit leurs réponses ou aussi sont intéressés par les questions qui ont été posées. OK. Tu veux enchaîner Hem, sur la méthode? Pour rappeler, comment nous on travaille aussi, pour donner les grandes lignes? c'est ça. Juste sur la partie méthodologie, nous, comment on a souhaité avancer avec nos clients, c'est on connaît les top requêtes en SEO, on peut les avoir aussi avec du paid, celles qui convertissent le plus et cetera. On définit donc une liste de requêtes, on les transforme en prompts parce qu'on sait que sur les LLM, les utilisateurs ont tendance à aller sur des requêtes un peu plus longue traîne, un peu plus parlées et cetera. On les transforme en prompts. Ensuite, on pousse ces prompts directement dans des LLM. On fait un rapport en weekly, de manière hebdo, pour obtenir des mesures de visibilité et de réputation. La réputation, c'est surtout comment le LLM parle de notre marque lorsqu'on est cité et nos concurrents aussi. Ensuite, on fait une étude d'attractivité et un audit GIO. L'étude d'attractivité, ça permet de savoir en fait sur quel segment la marque est reconnue vs nos concurrents. Parce qu'on, en fait, ou alors à chaque étape du funnel. Souvent, on fait ça avec les étapes du funnel aussi. Parfois, on a des marques qui sont très bonnes en haut de funnel et un peu moins bonnes en bas de funnel, quoi, au moment de la conversion. Et ensuite, une fois qu'on a les résultats de l'étude et de l'audit, on obtient des recommandations. Ces recommandations nous permettent de mettre en place un plan d'action vraiment dédié sur le GEO et surtout d'adapter, c'est ce qu'on disait au départ, adapter la strat SEO. Et là, on a, je vois alors le local, ça a l'air d'être un gros sujet parce que, My Business local, il y a pas mal de questions qui restent là-dessus. Mais on a essayé d'aller un petit peu plus loin et de se dire, de manière applicative, e-commerce, lead gen, international, local, quels sont nos retours en fait, d'expérience, pour être un petit peu plus personnalisé selon vos enjeux. Donc on a fait 4 use cases comme ça. On commence par le stratégie locale. Comme je te disais, il y a pas mal de questions là-dessus. Justement, tu vois, je te prends la question comme ça te permet en même temps d'enchaîner. Il y en a pas mal sur le My Business. Est-ce qu'il faut créer du contenu, faire des posts, et cetera? Et de savoir justement le local, à quel point il est important dans le géo, vu qu'on est quand même dans l'ultra personnalisation. C'est ce que demandait Clément. Honnêtement, le mieux, c'est de lancer des requêtes dans sur les LLM qu'utilisent vos personas, et vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, le local, il reste quand même une source importante euh, pour, euh, pour les LLM qui ont besoin en fait de se baser sur un avis et aussi sur une zone géographique et pour répondre à des utilisateurs qui ont ce type de besoin. Mais en effet, en fait, le local est hyper important si vous avez des personas qui ont besoin de résultats localisés, en fait. Si c'est pas le cas, vous n'avez pas besoin de local, on s'en fiche. C'est unique, le local est juste là, uniquement, et les résultats comme sur des fiches GMB, c'est uniquement là pour aider les LLM à donner des bonnes réponses en fait aux utilisateurs qui se posent des questions hyper locales en fait. Et donc le besoin, c'est que si vous êtes un réseau national, vous pouvez avoir des agences qui cartonnent, mais aussi vous pouvez aussi avoir des agences qui sont un peu plus dans le dur, avec des avis clients qui sont un peu différents aussi. Donc ce qui fait que au global, votre marque, elle est impactée par l'ensemble de votre réseau. Mais quand on a un acteur, pardon, pas un acteur, un utilisateur qui se pose des questions localement sur un type d'enseigne, évidemment, c'est les résultats de cette enseigne qui vont remonter et aussi, souvent, un avis du LLM sur votre marque au global. Donc, en fait, la question, c'est est-ce que je suis recommandable dans cette ville pour ce type de besoin et est-ce qu'on a donné assez de preuves au LLM, en fait.
L'idée du LLM, c'est de vous recommander l'acteur qui est crédible dans la zone que vous avez demandé. Et donc, c'est pour ça qu'il faut alimenter encore plus le nombre de preuves locales pour montrer qu'on est legit localement. Et donc ça, c'est pareil. Ça, sur la partie, en fait, ça reprend les 3 piliers. Sur la partie technique, vous avez intérêt à construire une structure de site qui mette en avant vos pages locales, donc à Store Locator, par exemple. Sur la partie contenu, il faut créer du contenu sur ces zones. Et si vous faites du netlinking, votre netlinking doit aussi se tourner sur des sources hyper localisées qui sont hyper légitimes, donc de la presse, des acteurs locaux, etc. Vos partenaires dans la région. Donc, c'est adapter votre strat actuelle au local, à vos enjeux, en fait. Et sachant que nous, chez JV Web, on travaille sur des workflows de contenu qui sont boostés par l'IA, notamment avec NV10, pour créer du contenu en fait en fort volume, en masse et qualitatif bien entendu, et assez souvent forcément dans du tourisme, retail, de la prise de rendez-vous en salon, boutique, etc. On l'utilise beaucoup pour avoir un contenu hyper local, enrichi, travaillé, comme tu le disais, personnalisé. Et donc là, l'IA aussi permet de faire quelque chose qui était très chronophage et très long par le passé, de manière semi-automatisée, on va dire, puisque c'est toujours la même chose. Le setup du prompt est hyper important, donner de la data, et puis après, c'est quelque chose qu'on va pouvoir déployer assez facilement, quoi. On continue sur l'international Ouais, à l'opposé. sur l'international, je pense que c'est là où on a le moins de différenciation entre les. Sur la partie SEO et GEO, souvent on veut bien splitter les deux. Là, on a vraiment des best practices qui vont vraiment se retrouver sur les deux, mais en fait, c'est hyper logique. Pourquoi? Parce que en fait, vous êtes face à des environnements qui sont hyper différents. Déjà, localement, quand vous êtes un groupe international, vous pouvez avoir une notoriété qui est complètement différente. Vous pouvez avoir une notoriété hyper forte dans un pays et beaucoup plus faible dans un autre si vous venez de vous installer ou si vous avez déjà des concurrents hyper en place, etc. Et donc, ce qui est hyper important, c'est de mener des études région par région, enfin en tout cas pays par pays. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est vous dire qu'il y a une stratégie GEO d'un pays qui va fonctionner sur l'autre. Pourquoi? C'est comme en SEO en fait. Votre stratégie SEO ne peut pas être répliquée à un autre pays, sauf si vous avez un niveau concurrentiel qui est ISO, des personas qui sont ISO et une autorité en interne qui sont ISO. Sinon, c'est très compliqué de mener les mêmes types de projets pour arriver aux mêmes objectifs dans différents pays en fait. Sur la partie netlinking, c'est pareil. En fait, il faut évidemment aller chercher marché par marché votre stratégie et mener à bien vos recherches de sources, quels sont les comparateurs, quelles sont les sources qui sont directement citées dans les LLM pour chaque région, et vous verrez que c'est de toute façon hyper différent. Donc là, on est vraiment sur des recommandations qui sont vraiment assez ISO du SEO. Pourquoi? Mais pareil pour le contenu, j'ai oublié cette partie, mais le fait de ne pas traduire automatiquement et d'adapter votre langage à une région, et cetera, c'est des choses qu'on sait déjà sur la partie SEO. Alors évidemment, c'est peut-être le truc le plus compliqué aujourd'hui à mettre en place, mais aujourd'hui avec de l'IA, c'est aussi possible de et ça reprend le point de Sylvain juste avant avec la création de contenu. C'est en fait, vous pouvez très bien rédiger un contenu et le réadapter ensuite soit avec un autre tone of voice, parce que vos personnages sont différents d'un pays à l'autre, soit si vous avez le même tone of voice, mais de lui dire, par contre, il faut quand même adapter sur cette partie, parce que cette thématique, elle est importante dans cette région, etc. Donc, c'est une question vraiment d'adaptation par pays. Ensuite, sur la partie e-commerce, je devais répondre à une question de Salma. Tu l'as La oublié? question, ouais, bien sûr. Et la question, non, c'est bon. La question, c'était comment faire pour optimiser les fiches produits. Les fiches produits, ça reprend un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait,
Aujourd'hui, je trouve, nous, ce qu'on trouve dans les audits, mais c'était déjà le cas sur la partie SEO, mais là, ça se révèle encore plus avec le géo, parce que les LM font remonter ces trucs-là, donc le géo rend visible de toute façon. C'est qu'aujourd'hui, les pages en e-commerce, vous ne donnez pas assez de détails. Donnez pas assez de détails parce qu'aujourd'hui, vous avez plein d'informations sur vos produits et vous vous dites, d'un point de vue UX, vous n'avez pas envie de surcharger les utilisateurs, de leur donner trop d'informations. Donc, en fait, vous donnez pas ces infos aux utilisateurs parce que peut-être ces utilisateurs, ils s'en foutent, potentiellement. Mais les moteurs de recherche, non. Donc, quand vous avez un utilisateur qui ensuite va taper sur son LLM un problème hyper précis de niche en lien avec votre produit, en fait, vous n'allez pas remonter puisque le LLM ne peut pas avoir l'info que vous êtes en lien avec, que vous avez cette caractéristique-là sur vos produits. Donc, la clé, c'est de trouver une solution UX pour faire en sorte que toutes les informations de vos produits remontent de manière automatique sur vos fiches produits. Et si vous avez un problème de PIM avec pas assez de data à l'intérieur, il faut prendre le problème à la racine et se demander pourquoi on n'a pas assez de data dans son PIM et bosser toute cette partie-là pour avoir énormément de data à donner aux utilisateurs, mais surtout aux bots et aux LLM. Juste un point sur la partie avec cette différenciation, où tout à l'heure, je vous montrais le secteur retail cosmétique, où on a un segment transactionnel hors marque produit, mais on a beaucoup d'acteurs qui sont des médias. Si on reprend un autre secteur d'activité qui est la mode, cette fois-ci, on a des acteurs qui sont beaucoup plus transactionnels, avec beaucoup moins de sites médias, blogs, etc., qui viennent faire du comparateur. Donc, encore une fois, surveillez vos sources secteur par secteur. La réalité d'un secteur n'est pas la réalité d'un autre. Et Et on termine la lead gen. Dernier point sur la partie e-commerce, ce qui est hyper intéressant, mais c'est pareil avec le lead gen, c'est qu'en fait, vous avez un funnel d'achat ou de prise de décision. Il faut être présent sur les LLM et en SEO, sur l'intégralité de ce funnel, donc à définir, à créer des pages pour pouvoir répondre correctement à n'importe quel endroit où l'utilisateur est en fait dans le funnel. Lead gen, et donc l'objectif de la lead gen, et un des points le plus important, c'est de prouver que l'on est expert dans son secteur à travers son site. Donc, multiplier les use cases, multiplier les avis clients, les testimonies, les informations, la fraîcheur des informations hyper importante. Et aussi, on retrouve des comparateurs. Là, on est sur un exemple dans l'assurance. On a du meilleur taux, le comparateur assurance, réassurez-moi, le Lynx, qui sont des comparateurs qui remontent énormément dans les sources. Pourquoi ? Parce qu'eux ont une stratégie SEO depuis longtemps, et c'est comme les comparateurs dans le secteur hôtelier, qui est hyper poussée, ce qui fait qu'ils sont des sources hyper légitimes pour évoquer ces sujets et sur lesquels ils arrivent à se baser pour remonter dans les LLM. Et l'objectif, c'est donc de devenir l'acteur qui documente le mieux son expertise sur son site, mais aussi sur des sites externes. On va passer à la dernière partie. Ouais, dernière partie, vous parlez un petit peu de mesure et data. Donc, comme je le disais, chez JWeb, nous, on a fait le choix d'avoir notre propre dashboard. Après, il y a forcément des outils tiers sur le marché qui ont d'autres fonctionnements. Donc, ça, c'est des choix à faire de votre côté. Est-ce que vous voulez de l'outil SaaS? Est-ce que vous voulez aussi de l'accompagnement, de la lecture de données? Comme tout sur le marché, en fonction de vos besoins, il y a différentes façons de faire. Mais globalement, on suit quand même forcément les mêmes KPIs, les mêmes choses, que ce soit comme du SEO et en géo, n'échappe pas à la règle. Donc nous, on aime bien regarder principalement on va dire, deux familles de KPI. On a la visibilité globale, donc c'est le taux de mention, la part de voix et la position moyenne. Parce que généralement, en moyenne, il y a 4-5 acteurs sur des résultats de LLM. La part de voix hyper intéressante quand on regarde, quand on compare avec des concurrents. Donc, en fait, tous ces KPI qui sont là, c'est intéressant de les comparer directement et de faire un bench avec vos concurrents pour vous demander où j'en suis au global. Mais donc, évidemment, en fait, ces résultats-là, ils se basent, vous vous rappelez, sur les premières étapes qu'on a évoquées avant, c'est les requêtes
SEO, SIA qui sont prioritaires, la transformation en prompt et d'aller prompter ces éléments dans un LLM. L'autre élément qui est hyper important sur la slide suivante, c'est la réputation de la marque. Et pas forcément la réputation de la marque, c'est plus, en gros, aujourd'hui, quand un LLM parle de vous, quel est le sentiment général? Est-ce qu'on est sur un verbatim qui est positif? Est-ce que c'est neutre? Est-ce que c'est négatif? Et si oui, quelles sont les émotions en lien avec ce sentiment et sur quel sujet, quel segment, eh ben, vous avez des problématiques. Et donc derrière, ça vous permet d'identifier le négatif, de regarder sur quelles sources se basent les LLM pour évoquer le fait que ce soit négatif, pardon, et d'aller directement sur cette source et potentiellement répondre à la personne, échanger pour derrière créer et alimenter votre communauté et faire en sorte que ce négatif se transforme aussi en positif ou en neutre. Et enfin, en fait, ça, c'est les deux grandes familles de KPI. Derrière ces deux grandes familles, on regarde surtout les différents segments que l'on a. Ah, juste un point, pardon, sur la réputation de la marque. Bon, en fait, c'est la même chose, sauf que c'est hyper important, nous, dans l'outil, de séparer marque hors marque, parce qu'évidemment, on peut avoir une lecture des LLM qui est complètement différente à ce niveau-là, entre les deux, quoi. Mais l'autre point, c'est la slide d'après sur laquelle je voulais avancer. C'est le fait qu'on définisse des segments en fonction de votre funnel. Donc, sur du e-commerce, on peut avoir différents prompts qui se rattachent à l'avis produit de la marque principale, comparative marque vs un. Oula, on a perdu Gauthier. Tu m'entends? Oui, je ne sais pas qui de nous deux a bugué, mais c'est revenu assez vite, heureusement. OK. C'est chez moi, ouais, j'ai eu un petit aller-retour. Mais donc, bref, il faut absolument segmenter vos requêtes pour obtenir derrière une analyse fine et de savoir sur quel segment vous êtes bon par rapport à d'autres concurrents. Et si vous n'êtes pas bon en haut de funnel, allez développer directement des contenus en interne, mais aussi en externe, sur des requêtes haut de funnel de vos personas. Et enfin, le dernier point, c'est la partie source qu'on a quand même beaucoup évoqué à travers ce webinaire et qui est pour moi, qui suis vraiment issu du SEO, est quand même pour moi la mine d'or d'un outil comme VIA. C'est évidemment là-dessus que vous allez pouvoir faire pas du trafic, mais du revenu direct en identifiant des acteurs qui sont des comparateurs qui font de l'affiliation. Donc ça, c'est vraiment du revenu. Et on a des clients qui l'ont mis en place, du revenu direct pour vos BU, en fait. Et après, obtenir des sources, mesurer les sources, c'est aussi regarder des acteurs qui sont potentiellement des sources en termes de netlinking et qui vont venir pousser directement votre marque et remonter sur les LLM. Et après, vous pouvez remonter avec votre marque, mais aussi si on a des utilisateurs qui cliquent sur des sources comme des médias, etc., ils vont aussi retrouver votre marque. Donc, ça augmente vos chances d'obtenir du trafic, d'obtenir du CA et des leads. Et je pense qu'on a terminé. Il est sur la midi partie. et voilà, qu'on est sur la conclusion. Et donc, en toute logique, pour résumer, SEO, Géo, on est sur une synergie et bien sûr, c'est pas une opposition. Il ne faut pas du tout les voir comme des leviers séparés, il faut travailler les deux, gardant en tête que les fondations SEO sont hyper importantes, à la fois parce que c'est ce qui aujourd'hui vous apporte du trafic, des conversions, des leads, du chiffre d'affaires, et ce qui va permettre aussi de mettre en avant votre visibilité SEO. Il n'y a pas de secret, hein. Si aujourd'hui vous avez beaucoup de faiblesses SEO, il n'y a aucune logique à ce que vous soyez hyper bien positionné en géo. Ou si vous vous dites que vous allez travailler votre géo parce que vous le voyez comme la priorité, ça va être aussi bénéfique de toute façon à votre SEO. Donc les deux sont à corréler en fait ensemble. Et après, des spécificités, on vous en a montré quelques-unes. Mais dans les grandes lignes, voilà, il faut que la technique soit irréprochable, puisque les modes de fonctionnement sont assez proches. Il faut travailler sur du contenu, du cocon sémantique qui soit le plus riche possible
de par la preuve, en fait, notamment la partie avis client, qui est un peu le gros sujet aussi du moment sur le GEO, dont on entend beaucoup parler. Et travailler aussi les sources externes, que ce soit en organique, que ce soit en fait en payant, puisque comme on l'a vu, l'IA se sert énormément des sites externes pour parler de vous. D'ailleurs, on ne l'a pas forcément vu dans les exemples, mais on voit aussi assez souvent dans le sourcing d'un prompt qu'on va faire, même sur la comparaison de marques des marques, forcément aussi les sites des concurrents qui ressortent. Donc, c'est un écosystème d'analyse et c'est une mine d'or d'avoir ces sources pour se dire quels sont les sites sur lesquels je peux aller me positionner, identifier en fait des pépites, puisqu'on peut corréler ça derrière avec les KPI classiques de netlinking et voir si c'est pertinent. Donc, on reste sur les 3 piliers. Et ensuite, on a la notion de dashboard. Grosso modo, en 2 points. La visibilité, c'est très bien, mais il faut aussi beaucoup regarder la réputation, parce qu'être cité avec un mauvais avis, pardon, ben, autant ne pas être cité, hein, puisque c'est un double effet négatif. Et aussi de bien travailler cette notion de funnel, hein, parce qu'en toute logique, vous allez avoir un taux de présence ou de mention à 100%. Quand je vais demander si votre marque elle est pertinente, est-ce qu'elle est fiable, avoir un avis vraiment fermé et simple sur votre marque. Mais quand je vais être en train de m'intéresser à vos produits, à ce que vous proposez plutôt votre funnel, la visibilité n'est pas la même. Donc, c'est des choses à travailler avec des segments de manière différente. On arrive à la fin. Si ça vous intéresse, suivez bien sûr notre actualité. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. On met en avant toutes les news chaque semaine, que ce soit sur les canaux d'acquisition, Tradi, SEA, Social, SO et bien sûr du GEO. Et si vous êtes intéressé, vous posez des questions en ce moment sur votre SEO, sur votre GEO, stratégie, que vous voulez un petit peu challenger, vous avez mon mail, vous pouvez passer par le site aussi. Pour nous contacter, ce sera avec plaisir qu'on pourra en discuter. Si vous voulez aussi démo du dashboard GEO, avec plaisir. Si ça te va, Gauthier, si tu as encore un peu de temps, moi je suis chaud pour prendre les questions. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de monde qui va filer, mais Oui, mais je sais plus, je sais pas, on s'est arrêté, on s'est arrêté pour l'intégration des avis. Comment les LLM lisent le site e-marchand, HN, analyse alt Shopee, ou doit-on intégrer des widgets attends, partenaires externes? toi, t'es où dans le chat ou dans les questions là? Je suis dans les questions. Ça y est, Ouais, ça y est. Ouais, t'es il fallait monté il fallait d'accord. vraiment cliquer à côté, hein, j'ai pas forcé. Marine, pour répondre à ta question, en fait, le problème, c'est ce que je disais sur les widgets. Souvent, les widgets, on vous les donne directement en JavaScript. En plus, il y a plein de CMS qui génèrent ça comme ça aussi. Et donc, le problème, il est là. C'est que Google interprète mal le JavaScript. Et donc, derrière, la lecture, elle se fait mal. Donc, il faut vraiment le laisser en HTML. Ou alors en server-side. Mais sinon, faire attention aux widgets des partenaires externes. Ensuite, sur toute la partie, donc tous les gens qui ont des questions entre anglais, français, etc. Non, l'anglais n'est pas du tout privilégié par les LLM. Si vous êtes en France et que vos cibles elles sont françaises, faites du contenu en français et vous n'avez pas besoin de traduire votre site pour obtenir dans telle langue une meilleure visibilité. Il y a pas mal de questions autour de Comment... My Business pour optimiser ses fiches. Est-ce qu'il faut poster Ouais, régulièrement? Je sais que j'en ai vu passer il y a plein quelques-unes de là-dessus. sur les fiches GMB, il y a plein de recommandations. Je dirais qu'il y a une dizaine de recommandations qui sont très faciles à trouver en ligne. Et le scope de ces recommandations, elles sont cadrées depuis des années. Il y a un truc qui change, il me semble que c'est le fait de diffuser des news ou pas dans Google My Business. Aujourd'hui, j'ai vu 0 use case sur le fait que ça fonctionnait et que ça permettait de cartonner. Mais le truc clé, c'est quand un utilisateur fait appel à vos services, il faut que vos services soient à côté de lui. Donc, la géoloc est hyper importante et les avis sont hyper importants avec ce qui est marqué dans les avis. Je vous donne une connerie. Quand vous cherchez un restaurant sur Google Maps et que vous cherchez un plat spécifique, ce que va vous faire remonter Google Maps, c'est des restaurants où les gens disent « Ah, ben, je vais aller dans ce restaurant, ce plat était super bon. » Et donc, soi-disant, il doit être bon là-dessus et c'est pour ça qu'il va ça va être remonté. Donc, le verbatim des avis est hyper important. Ensuite, Qu'est-ce Jérôme, qu'on comment vous a? faites vos rapports de visibilité sur les moteurs IA LLM? Je pense qu'on a répondu avec la partie mesure de la data. C'est ça. L'anglais, l'info fraîche, c'était quoi pour toi? Que les gens sachent aussi de donner l'info fraîche, c'est quoi en termes de durée?
l'info fraîche, c'est être certain que notre contenu, il répond toujours à l'intention de l'utilisateur. Si vous êtes sur un secteur d'activité qui bouge et que les gens ils se posent des questions sur des techniques pour faire ci, ça ou ça, eh ben, il faut intégrer toutes ces nouveautés dans vos contenus. Si ce n'est pas le cas, bah, c'est plus frais. Vous allez avoir un concurrent qui va rédiger un contenu avec des informations plus pertinentes que vous et vous allez moins bien remonter. J'ai une autre question sur le donc du coup, pour avoir un bon référencement SEO-GEO, il faut mettre en place une stratégie data-driven en identifiant les requêtes, clés. Ça, je peux apporter une réponse, dans le sens enfin, il y a 2 sujets pour moi sur le côté data-driven. Il y a un Ouais, côté les requêtes clés, bien évidemment, donc on l'a dit dans la méthodo. Aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on n'a pas d'analytics venant des LLM. oui, On fait tout à la main avec du bon sens, de la logique. Donc on a toujours tendance à partir des requêtes clés via Search Console et cetera pour se dire: «Qu'est-ce qui est pertinent?» et ça, c'est assez logique, mais qu'est-ce qui fait du business, en fait, aussi? En se disant qu'on aura la même proportion, les mêmes tendances en déclinant un mot-clé top performer chez vous en prompt et parfois en plusieurs prompts avec ces fameux segments. Donc ça, c'est forcément une des clés. Demain, dans 6 mois, 1 an, peut-être qu'on aura un analytics qui va nous sortir des performances par mot-clé, par typologie de prompt, par prompt et cetera, mais pour l'instant, on en est là. Et après, le côté data driven, oui, aujourd'hui, tout va être tiré par la data, puisque la data propriétaire que vous avez, c'est aujourd'hui le seul moyen enfin, un des seuls moyens, en plus de faire des très bons prompts, bien entendu, mais que vous avez d'avoir des réponses IA que vous allez exploiter et qui soient uniques, qui vous ressemblent et qui vous permettent de vous démarquer, comme on faisait avant avec des prestataires. On avait la même mécanique, il fallait les nourrir pour qu'ils comprennent comment on fonctionne, ce qui est important. Là, il faut avoir le même principe avec l'IA. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de data en fait aujourd'hui et que c'est un peu le socle de tout, qu'il faut bosser. Quand tu disais, bah, faut aller à la racine, si le PIM il est pas OK, bah, ça, c'est des choses à mener vite mmh. parce que on sait que dans 6 mois, 1 an, ça va être une des clés d'avoir cette donnée en fait à disposition et que ça va compter de plus en plus. Quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore quelques-unes. Je crois qu'il y a eu 2 questions. Est-ce Et qu'il y a des outils qui permettent d'identifier les justement les sources pertinentes, les sites, les plus j'imagine importants du secteur et cetera, quoi? bah, j'imagine que oui, mais j'ai pas en tête, vu que nous, on utilise notre outil interne, on a toutes les sources, on arrive à extraire toutes les sources, sur différents LLM, j'avoue, j'ai pas creusé le point. Après de manière plus globale, bah, vous avez les plateformes d'autres plateformes de netlinking qui existent, hein. On pourrait les citer, c'est pas grave. Il y a Ah ouais, oui, oui. il y a des outils en effet comme SEMrush, Majestic qui vont vous permettre aussi de savoir, les backlinks et avoir des données de KPIs. Ah, mais je Donc pense qu'elle ça peut demandait avoir vraiment quelques les sources LLM, tu vois? ah ben, c'est du dashboard, donc le nôtre Ouais, le fait, les autres le font aussi, puisque c'est le nerf de la guerre d'avoir ouais, ouais, la source. les sources. Ouais. Et sinon à la main, il faut demander, vous pouvez demander, à n'importe quel prompt quand vous avez une réponse, bien entendu, quelles sont les sources qui Lister les ont été sources. utilisées et il peut vous les lister. Ça se fait à la main, mais c'est toujours intéressant, même pour du perso, de savoir où c'est qu'il va piocher les infos pour aller, plus loin, consulter, vérifier, s'assurer que c'est OK, quoi. Timothée, pour avoir, alors on a une partie sur la partie netlinking, on est spécialisé sur le gambling, donc on est très, très bien secteur d'activité, et aujourd'hui sur la partie GEO, ces acteurs-là font moins une priorité, mais moi personnellement, je trouve que le secteur est un peu en retard par rapport aux autres secteurs, voire au retail, au secteur plus classique. Mais aujourd'hui, ça devient un enjeu pour quelques-uns, sur lesquels on a pu faire quelques propositions d'accompagnement. C'est parti. Et donc oui, il y a pardon pour répondre à ta question, oui, il y a du sens de travailler le géo. Et on a une Après, ça dernière dépend. question. Ah non, vas-y, tu as pas Tu m'as la fini, fin. excuse-moi, vas-y. Est-ce que l'achat d'un backlink sur un site média risqué? Enfin, en fait, Pose la question parce que les gens ne la voient pas. Il faut le lire, sinon on sait pardon. pas ce Est-ce que que tu vas l'achat d'un répondre. backlink sur un site média risque d'être détecté par les algorithmes de Google et les LLM? Mais nous, on veut que Google et les LLM détectent notre backlink, hein. On veut qu'ils le trouvent. Le problème du levier du netlinking, c'est qu'à une époque, il y a des gens qui l'ont mal fait, enfin toujours maintenant, hein, qui le font mal sur des sites qui ne sont pas pertinents en masse. Et donc ça, Google arrive à le détecter et à pénaliser votre site. Si vous êtes déjà un acteur avec une autorité correcte et que les médias sur lesquels vous faites du lien sont aussi une autorité correcte, il n'y a aucun problème à ce que Google lise notre backlink. Au contraire, c'est tout ce qu'on veut. Nous, on veut qu'ils le trouvent, notre backlink.
Il n'y a pas de mal à payer un bon resto à un client et passer un bon moment et parler business. Lui payer un voyage pour qu'il signe, c'est un peu plus touchy. Dans les deux cas, on peut le faire, mais il y en a un qui a un peu plus d'éthique que l'autre. C'est un peu pareil avec les qui. Je ne suis pas sûr que ça soit ma meilleure métaphore, mais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. il est midi 11, j'ai un peu faim. Je pense que j'arrive, on arrive au bout. Super, merci pour toutes les questions, ça fait plaisir. Et on va pouvoir arrêter là. On a quand même quasiment encore 75 personnes qui sont là, tu vois, pour les questions. Donc, on a bien fait de les traiter. Super. On se donne rendez-vous le mois prochain. Je n'ai pas la date exacte, mais je crois que c'est le 14 avril. Où là, on va traiter un sujet un peu similaire, mais sur la partie paid. Comment on allie du SIA aujourd'hui pour avoir du ROI tout de suite et comment on prépare le GEA de demain. Un jour, peut-être, nous, Français, aurons droit à IA Overview, etc. Et après, la partie paid plus tard. Mais l'idée, voilà, c'est de se dire comment, sur la même mécanique, on s'y prépare et on mène des actions hybrides qui font du résultat tout de suite. Spoiler, la data est une brique importante. Et en même temps, on a un socle solide pour être prêt sur la partie générative sponsorisée. Et le replay sera envoyé dès que je vais cliquer sur le bouton rouge « Terminer l'événement ». Ce sera envoyé dans la foulée. Ou rapidement, ça va arriver puisqu'il y a beaucoup de monde inscrit, donc ça prend du temps. Merci à tous. À bientôt. J'espère que ça vous a plu et un bon appétit à vous. Merci beaucoup. Merci Gauthier. Ciao, bye.